Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou, une semaine spéciale qui est liée avec Yom HaShoah qui tombe dans quelques jours. Et avec le Rav Ethan Fison, tu as décidé de parler de Yom HaShoah. Et après le 7 octobre, est-ce qu'on doit parler de Yom HaShoah de la même manière ou pas? Le lien, le non-lien, voilà. Les Chavod. Rav Ethan. Attends, on t'entend pas. Voilà. Voilà. Shalom, C'est bon. les Koulam, shalom à toutes et à tous. Voilà, très heureux de vous retrouver après cet intermède de Pâques. Et évidemment, juste après Pessah, nous arrivons avec cet univers de Yom HaShoah. Euh, Avant de commencer, je voudrais rappeler le jour que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la Sphirata Omer, eh bien, comme vous le savez, les kabbalistes nous ont expliqué que chaque jour de la Svirata Omer est relié avec une des 7 midot de ce monde, qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Nous avons 7 semaines. Dans chaque semaine, il y a 7 jours. Et donc, on peut retrouver toutes ces combinaisons. Eh bien, aujourd'hui, et ce jusque encore pour quelques minutes, nous sommes le 9e jour du Homer. Et le 9e jour du Homer, eh bien, c'est la 2e semaine et le 2e jour. En d'autres termes, c'est le jour qui s'appelle Gvura Sheba Gvura. Et ça va être notre thème aujourd'hui, justement, de parler de Yom HaShoah surtout, mais Yom HaGvura. On appelle ça en Israël Yom HaShoah ve HaGevura. Et donc nous, aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter sur la Gvura. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, j'ai essayé de sortir. Vous savez que dans le judaïsme, le chiffre 10 est primordial. On a eu les 10 plaies, on aura les 10 commandements à Shavuot. Eh bien, j'ai essayé de voir si je pouvais trouver les Aseret HaGevurot, les 10 Gvurot de la Shoah. Puisqu'on appelle ce moment Yom HaShoah ve'Hagevura, eh bien, j'aimerais mettre en surbrillance avec vous 10 Gvurot différentes, 10 façons d'être un héros différentes dans la Shoah. Et à chaque fois, nous ferons le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, à mon avis, c'est le plus important. Rabotai, rien à voir entre la Shoah et le 7 octobre. Ça ne veut pas dire que le 7 octobre n'a pas été un pogrom terrible, mais rien à voir. Et comment on va voir que ça n'a rien à voir? Eh bien, c'est en comparant ces 10 gvurot quand on est en époque de Shoah et quand on est aujourd'hui avec l'État d'Israël. Alors venez, on rentre dans le vif du sujet. La première gvura que j'aimerais évoquer avec vous, c'est ce que j'ai appelé la gvura adougmit, c'est-à-dire l'héroïsme de l'exemplarité. Lorsque j'étais à l'armée, on m'a expliqué qu'il y a une grande différence entre, en français, montrer l'exemple, donner l'exemple, ou alors être un exemple. Entre ce qu'on appelle dougma ishit ou ishiyut les dougma. Eh bien, les amis, dans la Shoah, il y a eu des gens qui ont été des exemples. Parmi ces gens qui ont été des exemples, alors je ne sais pas si c'est le plus connu, mais un des connus, il s'appelle évidemment Henri Goldschmidt. Alors Henri Goldschmidt, peut-être pas très très connu, mais plus connu par son nom de scène. Son nom de scène, c'est Janusz Korczak. Et oui, Janusz Korczak, il s'appelait à la base Henri Goldschmidt. Janusz Korczak, ce grand médecin, pédagogue, pédopsychiatre, qui va diriger l'orphelinat dans le ghetto de Varsovie. Et lorsque les rafles dans le ghetto commencent, en juillet 1942,
Eh bien, dès le deuxième jour des rafles, on vient chercher les enfants de l'orphelinat. Et à ce moment-là, Janusz Korczak décide d'habiller tous ses enfants avec leurs plus beaux habits, de lui-même mettre son uniforme de l'armée polonaise et de marcher dignement vers ce qu'on appelait la Umschlagplatz, la place de l'appel, pour de là monter dans les camions, dans les trains qui les emmèneront à Treblinka. Janusz Korczak, lorsqu'il arrive à la place de l'appel, il y a un soldat, enfin un garde polonais qui le reconnaît. Janusz Korczak était très connu à l'époque, il avait une émission de radio, il a écrit des livres. Et le polonais le reconnaît et lui dit: Monsieur Korczak, docteur Korczak, ne montez pas dans le train. Je vais réussir à vous faire sortir, machin. C'est pas une bonne idée de monter dans le train. Et Janusz Korczak lui répond: si tu connais mon travail, si tu sais qui je suis, alors tu comprendras que je n'abandonnerai pas les enfants. Janusz Korczak, il est la Gvura à Dougmit. Et à l'époque, ça veut dire quoi? Être un exemple. Eh bien, c'est montrer et faire vivre aux autres comment est-ce qu'on garde sa dignité lorsqu'on s'avance vers la mort. Ça, c'est la Gvura Dougmit de l'époque de la Shoah. Il y a eu, à notre époque du 7 octobre, l'autre pan de la Gvura Dougmit. Je dirais pas l'inverse. C'est ce qui a poussé ces gens qui ont, je sais pas, parlé, enseigné, discuté dans leur famille de l'importance du peuple juif. Et lorsque le 7 octobre est arrivé, ils n'ont pas hésité une seconde. Ils ont pris leurs armes, leur voiture, et ils sont partis vers le sud. On a des témoignages de centaines d'hommes, de femmes, qui ne sont plus seulement un discours d'unité, mais qui sont l'unité. Plus seulement un discours de protection, mais qui sont la protection. Eh bien, vous comprenez que la différence entre Janusz Korczak et eux, eh bien, c'est que Janusz Korczak ne peut montrer comme exemple que celui de rester digne face à la mort. Alors que tous les gens qui sont partis, ils ne sont pas partis pour mourir. Ils sont partis pour sauver le peuple juif. Certains y ont laissé la vie. Mais ils ont montré que vivre pour le peuple juif, ce n'est pas qu'un slogan. Même parmi ceux qui avaient menacé de ne pas se présenter s'il y avait la guerre, eh bien, en vérité, on a vu qu'est-ce qui était slogan et qu'est-ce qui était émet. Donc, il y a la dougma ishit, la ishiout, les dougma, la gvura de l'exemplarité, et dans la Shoah, et aujourd'hui. La grande différence, c'est que dans la Shoah, on ne peut que montrer sa dignité face à la fin. Aujourd'hui, on montre son exemplarité dans l'espoir. Ce qu'on va faire, ce parallèle, on va le faire à chaque fois qu'on aura une nouvelle Gvura. Et donc la deuxième Gvura que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la Gvura Achinuchit. La Gvura, l'héroïsme de l'éducation. Comment est-ce qu'on éduque dans la Shoah? Comment est-ce qu'on fait preuve d'héroïsme quand on est dans le ghetto, dans les camps, et qu'on va continuer à transmettre? Quoi? Ton histoire, ton identité et la fierté de qui tu es. Je voudrais rappeler ici la mémoire d'une femme extraordinaire, une femme qui s'appelle Tzvia Wiedelstein. Et Tzvia Wiedelstein, elle est enseignante. C'est elle qui va d'ailleurs inventer le concept.
elle est enseignante d'histoire et d'histoire juive. Et elle explique que si on veut pouvoir se retrouver dans l'histoire, eh bien, il faut passer de history à his story. C'est-à-dire ramener l'histoire à des proportions humaines. Mais c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Même pendant la Shoah, il y a eu une résistance juive. On est en train justement de dévoiler toutes les différentes gvurot qu'il y a eu pendant la Shoah. Et de voir comment est-ce que ces gvurot-là, aujourd'hui, bien qu'elles aient le même shoresh, la même source, elles sont exprimées complètement différemment parce que la situation n'a plus rien à voir. Donc, on a parlé de l'héroïsme de l'exemplarité. Maintenant, j'arrive à l'héroïsme de l'éducation. Donc, Tzvia Wiedelstein, elle est professeure d'histoire. Elle va enseigner l'histoire dans le ghetto de Vilna. Elle va enseigner ensuite, parce qu'elle survit à la Shoah, elle va enseigner l'histoire en Sibérie. Et elle est Asirat Zion pendant des années. Pour finalement terminer sa vie comme prof d'histoire dans le collège-lycée juif de Givatayim en Eretz Israël. Tzvia Wiedelstein nous explique que la transmission de son histoire, c'est le garant pour la fierté d'appartenir à son peuple. Imaginez-vous la difficulté qu'a un méchaner lorsqu'il voit les enfants jouer dans le ghetto et qu'il entend « Oh, j'en ai marre de faire le juif, j'ai déjà été le juif hier, je veux jouer aux nazis. » Oui, parce que nous, on jouait à la police et aux voleurs. Mais dans le ghetto, on joue aux nazis et aux juifs. Seulement, ça n'a pas fière allure d'être juif à l'époque. Imaginez-vous quand vous êtes un parent, quand vous êtes un éducateur, et que vous voyez ça de loin. Comment redonner aux enfants juifs, dans le ghetto, dans les camps, la fierté d'être juif? Eh bien, les amis, si Tzvia Wiedelstein nous a expliqué comment est-ce qu'on fait preuve de gvura chinuchit en transmettant l'histoire? Eh bien, aujourd'hui, la gvura chinuchit, c'est de raconter les histoires des héros d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle, nous, Sipurei Gvura. Vous savez, dans une semaine, c'est Yom HaZikaron. Et il y a une phrase magnifique, vraiment extraordinaire, de Rachel Goldberg, la veuve du Rav Avi Goldberg, Zatzal, Hashem Yikom Damo, qui a demandé qu'à Yom HaZikaron, on ne raconte pas l'histoire de son mari, en particulier. Qu'on ne raconte pas forcément les histoires des soldats qui ne sont pas revenus. Mais qu'on trouve des histoires de soldats extraordinaires qui ont survécu. De ramener l'espoir, de montrer que on est fier de qui on est, et le judaïsme n'est pas toujours tourné vers la mort. La gvoura de l'éducation aujourd'hui, c'est comment est-ce que, en racontant les histoires de nos soldats, j'ai envie d'être comme eux. J'évoque ici la mémoire de mon ami, Élie Valentin, Guénassia, qui est tombé le 7 octobre, et qui avait dit à sa mère, quelques semaines avant, en l'amenant visiter le mont Herzl, il lui avait dit, c'est là que je veux terminer. Dieu a entendu cette fille-là. Mais sa mère lui a dit, mais si tu finis ici, c'est que tu es mort. Je veux pas. Et il lui a répondu, mais non, il y a aussi les premiers ministres. C'est-à-dire, sont enterrés à Herzl aussi les gens qui ont vécu jusqu'à 100 ans, une belle vie, et qui ont été chefs du peuple juif. Donc lui, il était plus dans l'idée que peut-être qu'un jour je deviendrai Premier ministre. Raconter les histoires qui nous font envie de faire partie de cette grande histoire. Donc la Gvura Chinuchit, dans la Shoah, c'est comment garder les vestiges de la fierté, les vestiges de ton identité. Aujourd'hui, c'est comment développer
et pousser cette fierté à son paroxysme. Et il y a de quoi aujourd'hui. Alors il y avait donc la gvoura de l'exemplarité, il y a la gvoura de l'éducation, et je vous emmène sur une autre gvoura, qui pourrait paraître un petit peu légère, mais qui est très importante. La gvoura du sport. La gvoura du sport. Alors, je parle pas d'aller faire un petit footing. Je parle pas du sport qui nous maintient en bonne santé. Non, non. Je parle du sport comme catharsis. Je parle de ces rassemblements de foule pour aller encourager son joueur, son équipe, qui des fois ne font pas appel à notre plus grande capacité intellectuelle, mais qui, tout d'un coup, développent et démontrent le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'il y a eu une gvoura du sport durant la Shoah? Eh bien oui. On pourrait parler de Alfred Nakache. On pourrait parler de Victor Young Pérez. Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz. Champion avant la Shoah, champion après la Shoah. On pourrait parler de Victor Young Pérez, qui va sauver la vie de Noach. Rappelez-vous Noach Kliger, qui nous a quittés il y a 4 ans. Noach Kliger, qui était un homme extraordinaire, qui était un passionné de sport et jusqu'à son dernier jour, il écrivait dans Yediot Aharonot pour les nouvelles sportives. Et Noach Kliger a écrit un livre qui s'appelait La boxe sous la vie. Il faisait partie de l'équipe de boxe de Auschwitz. Comment ça, une équipe de boxe? Mais oui, le commandant du camp était passionné de boxe et il avait sa petite écurie à lui, d'Allemands, qui voulait faire combattre contre des juifs. Bon, évidemment, les juifs perdaient tout le temps. Mais comme ils étaient censés combattre, ils avaient un peu plus de nourriture et ils avaient le droit de s'entraîner. Victor Young Pérez, lorsque arrivent les sélections pour faire partie de cette équipe-là, lui, il n'y a pas de problème. Il est champion de boxe, donc il n'y a pas de problème. Mais Noah Kliger, il a 15 ans à ce moment-là, il n'a jamais boxé de sa vie. Et c'est Victor qui va lui montrer 2, 3 pas de boxe suffisamment pour qu'il passe l'audition. Et c'est comme ça qu'il survivra. On pourrait évoquer le match de la mort. Le match de la mort en 1942. En 1942, il y a ce match incroyable entre une équipe de la Wehrmacht, une équipe de soldats allemands de foot, contre les rescapés du Dynamo de Kiev ou du Spartak Kiev, qui en grande partie sont des juifs. Et lorsque le premier match est remporté par les pas allemands, ils demandent une revanche. Cette revanche sera arbitrée par un soldat SS. Et je vous rassure, le match retour, il n'y a pas vraiment match. Et je vous rassure aussi, tous les juifs qui ont marqué des buts, qui ont osé gagner le premier match, seront exécutés après. Le sport qui rassemble les cœurs à l'époque de la Shoah, eh bien, est réduit à un catharsis interdit. On ne veut pas montrer qu'on soutient des gens qui font des exploits sportifs, mais on les soutient. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire des exploits sportifs dans ces conditions? Le sport, dans la Shoah, la gvoura, d'être capable, quand tu es... vous savez, au début du match, il y a les deux équipes qui sont alignées. Eh bien, au début du match, tu dois être aligné, et normalement, tout le monde devait faire le salut nazi. Eh bien, les joueurs qui refusent de le faire, n'est-ce pas là une preuve de gvoura? Alors ça, c'était à l'époque de la Shoah. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, les amis, je vous rappelle ce qui s'est passé à Paris en 2024. En pleine guerre, les Jeux Olympiques de Paris. 7 médailles pour Israël, plus que tous les pays arabes réunis. La gvoura d'un peuple qui porte ses sportifs et qui fièrement brandissent leur drapeau.
Les amis, quand on parle de Gvura, de l'exemplarité, ça fait référence à ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Bimkom she'ein anashim, ishtadel liot ish. Ishtadel liot ish. Ma fille m'a envoyé un message comme ça que quelqu'un, je sais pas si c'est par intelligence artificielle ou pas, mais quelqu'un m'a envoyé un message euh, en disant, est-ce que quelqu'un s'est déjà mis dans la peau de Madame Narshon? Oui, Narshon Ben Aminadab, vous savez, celui qui est rentré dans l'eau. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, est-ce qu'elle n'en aurait pas marre, Madame Narshon, que c'est toujours son mari qui est dans les coups les plus... Pourquoi toi? Pourquoi c'est tout le temps toi? Pourquoi quand il y a un truc à faire, il y a tout le temps, c'est tout le temps toi? Pourquoi c'est tout le temps toi le dernier à s'arranger à la synagogue? Pourquoi c'est tout le temps toi le dernier? Il y en a plein d'autres qui n'ont pas été en Milouim. Pourquoi toi c'est déjà ton quatrième? Et réponse de Narshon, parce que si c'est pas moi, alors ça sera qui? Bemakom she'en anashim ishtadel liot ish. Pour ce qui est de la gvura, de la transmission, de l'éducation, rappelez-vous ce qu'on a dit il y a à peine une semaine dans la Haggadah. V'chol hamarbe lesaper, arez ze meshubach. Toujours transmettre, toujours éduquer. Et pour ce qui est de la gvura du sport, eh bien rappelez-vous ce qu'écrit le Rav Kook dans l'Orot Atechia au chapitre 34, où il explique que lorsque il voit les jeunes d'Israël recommencer à faire du sport, eh bien c'est ce sport-là des jeunes juifs qui retrouvent leur force qui permet aux kabbalistes de mieux comprendre la Kabbalah. Des jeunes juifs qui jouent au basket ou au foot, ça aide les rabbins à mieux comprendre la Torah. C'est pas rien. Donc on est déjà passé par trois gevurot. L'exemplarité, l'éducation et le sport. Mais il y a une quatrième gevura qui était vraie à l'époque et encore une fois vraie aujourd'hui avec un monde qui les sépare. La gvura de la tikshoret. La gvura des médias. Alors je ne parle pas des médias, je ne rentre pas dans la question politique de est-ce qu'ils sont bien ou est-ce qu'ils sont pas bien. Mais cette idée que je vais transmettre l'information. À l'époque de la Shoah, il y a des radios clandestines. Il y a des gens qui vont transmettre des messages, des lettres au péril de leur vie. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens sachent. À l'époque de la Shoah, la gvoura des médias, c'est parce qu'on veut cacher la vérité au monde. Et donc, par exemple, eh bien, vous allez avoir deux hommes, deux juifs qui viennent de Slovaquie. L'un qui s'appelle Verba et l'autre qui s'appelle Wetzler, qui vont réussir en 1944 à s'enfuir de Auschwitz. Et ils vont écrire le Dor Verba Wetzler. 30 pages où ils vont décrire et expliquer, dessiner les plans des chambres à gaz, de comment ça marche à Auschwitz. Parce qu'il faut que les gens sachent. À l'époque de la Shoah, il y a par exemple les archives de Emmanuel Regenblum au Nek Shabbat pour mettre sur papier tout ce qui se passe dans le ghetto de Varsovie. Il faut que les gens sachent. Et quand tu décides de prendre ta plume durant la Shoah pour transmettre l'idée, l'info, au péril de ta vie, eh bien, Zevadaï Gvura. Il y a un certain Georges de son nom de famille Lucas, qui a fait une petite série cinématographique qui n'a pas eu trop de succès, qui s'appelait La Guerre des Étoiles. Eh bien, Georges Lucas, il a expliqué énormément que ses inspirations venaient aussi du Troisième Reich pour l'Empire galactique. Mais il a expliqué, il y a une phrase dans le film de La Guerre des Étoiles où, en fait, il y a des informations qui sont parvenues à l'Alliance rebelle. Et la phrase, c'est
la race extraterrestre qui a amené les informations s'appelle des botanes. Et donc ils disent plusieurs botanes sont morts pour amener ces informations. Et il dit que cette phrase-là lui vient du compte-rendu Verba Wechsler. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour transmettre l'information. Ça, c'est à l'époque de la Shoah. La gvoura des médias aujourd'hui, l'information, elle est partout. Mais si à l'époque de la Shoah, on veut cacher la vérité, aujourd'hui, c'est une gvoura énorme de montrer la vérité, la vraie. Dans une époque où tous les réseaux sociaux veulent nous montrer à quel point on est les pires raclures de l'humanité à Gaza, c'est une gvoura lorsque toi, tu vas poster sur les réseaux sociaux la vraie vérité. Il y a plein de gens qui sont aujourd'hui menacés parce qu'ils disent la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un post sur Facebook, TikTok, Instagram et autres, et que tu vas montrer la justice et la justesse de la cause israélienne, ben, tu sais que tu vas... voilà. Moi, il y a plusieurs vidéos que j'ai faites, et dans les commentaires, on a eu des commentaires des menaces de mort. Ça veut dire qu'on dit la vérité. La gvoura de l'époque de la Shoah, c'est faire en sorte que l'information passe. Aujourd'hui, c'est faire en sorte que la vérité passe. Et ça nous rejoint à ce qui est marqué dans le Talmud, dans le traité de Yevamot, à la page 65, qui nous dit, de la même façon qu'il y a une mitzvah de dire les choses qui sont audibles, nous avons une mitzvah de ne pas dire ce qui n'est pas audible. Mais aujourd'hui, il faut dire. Aujourd'hui, on doit dire. Après la gvoura des médias, je voudrais vous amener dans la gvoura du sauvetage. Il y a eu dans la Shoah des actes de sauvetage héroïques. Mamash. Je donne comme exemple, mais il y en a plein, l'exemple des frères Bielski. Les frères Bielski, Tuvia, Alexander Zous et Asael sont des juifs de Biélorussie. Leurs parents et une autre partie de la famille, les enfants, vont être tués, assassinés par les milices de leur village. Tuvia, Zous et Asael vont d'abord réagir en allant tuer ceux qui ont tué leurs parents. Et après, ils décident de s'enfuir. Tous les trois. Où ça? Dans la forêt. Pourquoi? Parce que Tuvia dit, il est beaucoup plus important de sauver des juifs que de tuer des nazis. Et donc, il prend avec lui les 17 juifs de son village qui ont été encore en vie. Et ces 17 juifs vont devenir très rapidement 1200 personnes. Et Tuvia Bielski va sauver avec ses frères 1200 personnes. Oui, il y a le film qui s'appelle Les Insurgés, qui raconte cette histoire. Mais, à l'époque de la Shoah, la Gvoura Atzalatit, la Gvoura du sauvetage, c'est communautaire, c'est individuel, c'est en petit. C'est les gens qui étaient à côté du village des Bielski. Ou alors, ça va être telle ou telle personne qui vont sauver deux, trois personnes qui sont à côté d'eux. Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas, à l'époque, la dimension euh, collective. Nous ne sommes à l'époque de la Shoah, nous ne sommes que des communautés. Et si on doit sauver sa peau, ça sera sa peau, celle de son village, de sa famille. On va certainement pas aller voir comment on peut sauver le village d'à côté, parce que c'est pas mon village. La gvoura du sauvetage aujourd'hui, c'est tout le pays. Nous ne sommes plus une communauté. Nous sommes redevenus un peuple. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, tout l'État, tous les citoyens n'ont qu'un mot à la bouche, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les Khatoufim. Et je rentre pas dans la question de qu'est-ce que je pense qu'il faudrait faire.
Mais le fait que tout le monde se dise qu'ils sont connectés à eux, ça montre que le sauvetage aujourd'hui n'est plus individuel. Nous parlons maintenant de manière collective. Et donc le sauvetage, eh bien, il est collectif. Et c'est ce que vous avez dans la Mishnah, dans le traité de Sota, qui nous dit Chatan yotze michedro vechala michupata. Quand il y a une guerre de mitzvah, tout le monde y va. On a parlé, reparlé, reparlé. Alors que à l'époque de la galoute, et a fortiori à l'époque de la Shoah, tu ne sauves que ce que tu peux sauver là devant toi. Il n'y a pas cette dimension de un pour tous et tous pour un. Mais on a retrouvé cette dimension-là. Donc il y a la Gvura Hatzalatit individuelle dans la Shoah et au niveau collectif aujourd'hui. Alors c'est bien de prendre toute une communauté, 1200 personnes, et les cacher dans la forêt de la main des nazis. Mais il y a eu aussi, et c'est les plus connus, il y a eu les Gvurot armées. Il y a eu les révoltes armées pendant la Shoah. Alors évidemment, on les connaît. C'est la révolte du ghetto de Varsovie, c'est la révolte du ghetto de Cracovie, c'est la révolte du Sonderkommando numéro 5 à Auschwitz, c'est la révolte de Sobibor, c'est la révolte de Treblinka. On les connaît. Tout ça, ce sont des révoltes extraordinaires. Sauf que toutes ces révoltes-là, leur objectif, c'est quoi? Leur objectif n'est pas de tuer l'armée allemande et de gagner la guerre. Leur objectif, comme dira Antek Zuckerman qui n'est autre que le numéro 2 de la révolte du ghetto de Varsovie qui va survivre, et qui dira, quand on lui a posé la question, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit, on n'a pas fait ça pour gagner. On a fait ça, un, pour laisser 3 lignes sur nous dans les livres d'histoire, et deux, pour montrer que le peuple juif n'avait pas totalement baissé la tête. Donc il y a eu ces révoltes extraordinaires, et encore une fois, on pourrait passer la journée à ne parler que de ces révoltes armées. Et la tactique, comment est-ce que les Juifs de Varsovie, qui n'ont pas mangé depuis 2 ans, tiennent plus la tête aux armées allemandes que la France? Les amis, ça c'était les révoltes armées à l'époque de la Shoah. Aujourd'hui, on ne fait plus de révolte pour se redonner une stature. Aujourd'hui, on peut enfin faire ce que le verset de Michelet nous dit. Betarbulot taase lecha milchama. Nous, on fait la guerre aujourd'hui. Et c'est nous qui la décidons. Et on l'a fait avec une sagesse et une ingéniosité incroyable. Et j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que l'opération Beeper. L'opération des Beepers, c'est les révoltes d'aujourd'hui. C'est le moment où on ne se révolte pas. On est Yosem. C'est nous qui prenons les devants. Les révoltes, ce sont des réponses à une situation donnée. Aujourd'hui, fort d'un État retrouvé et d'une armée forte, eh bien, on n'est plus obligé seulement de répondre aux agressions, mais on peut prendre les devants. Alors, est-ce qu'on le fait toujours? Peut-être pas. Et puis, il y a une autre gvoura. Pas la gvoura du Mered, mais la gvoura militaire. Militaire. Comment ça, militaire? Il y avait des armées juives à l'époque de la Shoah? Eh bien oui. Il y a eu 2 armées juives à l'époque de la Shoah. L'une qui s'appelait la Brigade juive. Les brigades juives qui ont été intégrées officiellement à l'armée anglaise le 20 septembre 1944. Les brigades juives, ce sont des soldats officiels, des réguliers. Oui, mais le problème, c'est que ces brigades juives sont envoyées sous bannière anglaise. Et d'ailleurs, leur commandant anglais, alors que l'unité des brigades juives est envoyée sur la frontière italo-autrichienne,
pour couvrir la fuite des armées alliées, et ils vont réussir à couvrir les alliés, et ils vont perdre beaucoup d'hommes. Ils vont réussir également à permettre la retraite d'un général français qui va dire aux soldats juifs, puisque vous avez tellement bien tenu la ligne et que grâce à vous mes hommes sont en vie, vos dirigeants anglais ne vous laissent pas le faire, moi je vous invite à mettre votre drapeau juif sur ma Jeep à moi et personne ne pourra rien vous dire. Cet homme, il s'appelait le général Pierre-Marie Koenig, le général Pierre Koenig, évidemment. Bon, alors ça c'est la révolte militaire. Et puis il y avait également la deuxième compagnie du maquis. La deuxième compagnie du maquis, commandée par un certain Castor Soucieux. C'était les brigades combattantes des EI qui ont libéré la ville de Castres, par exemple. Des juifs. Naron, assez fait méode. Seulement, ce sont des juifs qui se battent sous pavillon français ou anglais. Aujourd'hui, ben, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Yesh tzva Hagana les Israël. Aujourd'hui, la gvoura militaire, c'est nos soldats extraordinaires. C'est quand on voit un soldat dans la rue, on doit s'arrêter et lui dire merci. On doit s'arrêter et le saluer. On doit s'arrêter à dire à nos enfants, regarde, regarde nos héros. Ils sont les nôtres. C'est nos héros à nous. Et puis il y avait dans l'histoire. Où étaient les rabbins dans l'histoire? À l'époque de la Shoah, il y a la gvoura ilchatit, la gvoura halachique. C'est quoi la gvoura halachique? C'est prendre des décisions difficiles, mais parce que la situation l'exige. C'est lorsque vous êtes le Rav Nissenbaum dans le ghetto de Varsovie et que vous dites à votre communauté qui ne veut pas ne pas manger cachère et qui se laisse mourir de faim. Et le Rav Nissenbaum dit, mais enfin, je connais le concept de Kiddush Hashem, mais il n'y a plus de Kiddush Hashem là maintenant. Maintenant, il y a le Kiddush HaChaim. C'est un nouveau concept que va mettre en place le Rav Nissenbaum. Il dit, à Hanouka, on veut nous assimiler. Donc on doit être prêt à mourir al Kiddush Hashem pour notre Torah. Mais à Purim, on ne veut pas nous assimiler, on veut nous tuer. Donc il faut juste vivre. Ok, Martine. Bekitsour, le Kiddush Achaim. Les décisions halachiques prises par les rabbins durant la Shoah, c'est aussi de la Gvoura, d'être à contre-courant, de dire quelque chose qu'on n'a jamais osé dire, mais parce que là maintenant la situation l'exige. De prendre la décision que toutes les personnes qui se sont suicidées pendant la Shoah sont enterrées avec tout le monde. Ça, c'est une décision forte. Quelle est la Gvoura halachique aujourd'hui? La Gvoura halachique aujourd'hui, c'est toutes les lois de la guerre. La halacha. Comment est-ce que je mange cachère quand je suis à Gaza? Comment est-ce que le fait de manger dans leur poêle à eux, ça s'appelle faire cachère. Toutes les halachot, par exemple, à l'époque de la guerre de Kippour, enfin après la guerre de Kippour, lorsque le Rav Ovadia Yosef avait permis toutes les hagounot. Ça, c'est la gvoura halachique. Mais la différence, encore une fois, c'est que la gvoura halachique durant la Shoah, elle est là pour répondre à un problème ponctuel d'individus. La gvoura halachique de la guerre, c'est la gvoura de la nation. C'est prendre des décisions qui sont du domaine national. Et ça nous amène à la 9e gvoura, la gvoura arouchanit. Vous savez, les rabbins, ce ne sont pas seulement des décisionnaires de la halakha. Ils sont là aussi pour prendre de la hauteur, analyser la situation et prendre de la hauteur parce que les gens
cherche de l'espoir. Durant la Shoah, c'est être capable d'analyser ce qui nous arrive et de continuer à avoir une lueur d'espoir dans l'obscurité. C'est le Rav Kalminus Kalman de Pierre Setzna qui a écrit le Esh Kodesh, qui donne des livrets Torah tous les vendredis soirs dans son tiche, alors que d'une semaine sur l'autre, il a moins de gens parce que plus de gens sont morts dans le ghetto. Mais de continuer à être présent. Aujourd'hui, c'est quoi la Gvura Rouchanit? Alors là, les amis, je tiens à vous le dire, je vous invite, après, voilà, d'aller voir la discussion incroyable, 40 minutes, en hébreu, entre le Rav Cherki et le Rav Shmuel Eliyahu. Une discussion chez le Kulo Tov, où les deux nous font ouvrir les yeux sur notre situation actuelle et de voir comment elle est tellement mieux que ce qu'il y avait avant le 7 octobre. D'être capable de prendre de la hauteur sur notre réalité et de voir le bien. Ça, c'est la Gvura Rouchanit d'aujourd'hui. Le Rav Goren, je parlais de la Gvura, de prendre des décisions. Le Rav Goren a dit, j'ai changé le texte qu'on doit dire à Tisha B'Av. Parce qu'on ne peut plus dire ce texte-là, il est plus vrai. Mais c'est fantastique. On boit la 5e coupe parce qu'on n'est plus en exil. Tout ça, ce sont des décisions fortes de Gvura Ilchatit. Et enfin, nous avons notre dernière Gevura, la 10e, la plus importante, la Gvura Anashit. L'héroïsme des femmes. Durant la Shoah, l'héroïsme des femmes, c'était garder, survivre et protéger. Aujourd'hui, l'héroïsme des femmes de tous nos milouïm, l'héroïsme incommensurable de ces femmes, nous porte toujours vers l'avenir, la mashmaout, donner un sens à sa vie, donner un sens à sa famille. Alors que durant la Shoah, les femmes étaient là pour faire survivre la famille, aujourd'hui, nos femmes donnent un sens à notre vie. Eh bien ça, ce sont les 10 gvurot qu'il y a eu dans la Shoah et qui, je pense, sont décuplés aujourd'hui. Je récapitule, la gvura de l'exemplarité, la gvura de l'éducation, la gvura dans le sport, la gvura dans l'information, la gvura dans le sauvetage, la gvura dans la révolte, la gvura dans l'armée, la gvura halachique, la gvura spirituelle et la gvura de nos femmes. Esser gevurot, pour les transformer aujourd'hui en Esser tifartot. Si à l'époque de la Shoah, on parle de Gevura, on a dit que tout ce qui se passe aujourd'hui nous rapproche de plus en plus de la Tiferet. La Tiferet, c'est l'éclat que nous allons aborder la semaine prochaine. Beyom ha'atzmaut, haba aleinu letova, chazak ou baruch. S'il y a des questions, c'est à vous de jouer. Toda Rabba Eitan, magnifique. Vous pouvez ouvrir les micros. Oui, merci, Ethan. Juste une remarque sur le film de Claude Couder, L'adieu aux enfants, qui retraçait la vie de Janusz Korczak. Et c'est juste pour vous le recommander si vous êtes Oui, bien sûr. intéressé. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai failli y jouer dans le film et Ah ouais? j'avais manqué de Gvura, j'ai refusé de raser mon crâne pour jouer le rôle d'un des gamins qui a fini dans le ghetto. Incroyable. Voilà. Et c'est un beau film, c'est juste si Un bon vous êtes film. intéressé. Ah non, je connais, je connais. Voilà. Merci Est-ce que vous pour le pouvez show. envoyer le lien de ce film dans le chat? Oui, je vais l'envoyer.
Ce serait bien, on serait Todaraba. content de l'avoir. Merci. Absolument, Todaraba. Et moi, j'ai marqué le lien de la chanson sur la vérité de Guy Béard qui dit exactement ça. Le poète a dit la vérité. Tous les gens qui ont dit la vérité, le sportif a dit la vérité. Il faut tous les exécuter, tous ceux qui disent la vérité. Oui, oui. J'ai pensé à ce chant quand vous avez parlé de... Exactement. Alors, j'ai mis le lien, vous êtes invité à l'écouter. Tout à fait. Todaraba. Chazak Obaour. On pourrait quand même rappeler une histoire de femme. Il y a un livre en hébreu qui s'appelle Là où je dois être, n'est-ce pas? Et il raconte une histoire d'une femme qui a 10 enfants et qui était commandant de char et qui a fait plein d'actes héroïques absolument dans le 7 octobre pour sauver plein de gens. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais Exactement. c'est tellement important. Voilà. Nachon. C'est un livre? C'est Makom, quoi? c'est un livre en hébreu. Hein. Ok. Alors, C'est quel est le titre? Makom Shetzarich Oti. Parfait. Voilà. C'est écrit par une femme qui a perdu un enfant aussi. Voilà. Mais c'est plein d'histoires. C'est un livre qu'il faut lire. Moi, je trouve extraordinaire la bravoure de ceux qui sont allés comme ça sauver les gens. Le 7 octobre, on leur demandait rien. Ils n'avaient pas reçu d'ordre. Ils sont allés quand même. Extraordinaire. Il y a des héros extraordinaires. Il faut lire parce que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Voilà. Et Todaraba est un. Avec plaisir. Qui a écrit le livre? Bon. Je ne me rappelle plus son nom. Ouais, Une femme. Une femme. Tu vas trouver. Makom Shetzarich Oti. Tu vas trouver, c'est dans toutes les.